SVI 2000, cela ne vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose qui a été fabriqué au milieu des années 80. L'année 2000 était à la mode, même si elle était encore loin. 2000 était repris dans les enseignes de magasins. On pouvait louer des VHS chez Machin 2000 au coin de la rue. SVI 2000 n'est pas un magasin. Le SVI 2000 n'est pas non plus un aspirateur. SVI veut dire Spectra Video International. Cette société a produit des accessoires informatiques et même des ordinateurs de type MSX. Je place un lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette marque. Et vous connaissez forcément tous les joysticks de cette marque apparus en 81 avec leur fameux QuickShot. En effet, dans les années 80, c'était déjà bien beau d'acheter un ordinateur 8 bits. Mais il fallait obligatoirement l'équiper d'accessoires pour en profiter pleinement. Et l'accessoire premier à posséder, c'est le joystick. En effet, un ordi c'est sérieux, mais il y a aussi des jeux. Voici donc le QuickShot, le premier joystick de cette marque. Les ordinateurs compatibles sont notés. Tout ce qui est Atari, tout ce qui est Sears Video Arcade, Atari 400 et 800 Computer, Commodore VIC-20 et le NEC PC 6001 Computer. Voici le joystick. La boîte a ensuite évolué avec le rajout d'un numéro de modèle, QuickShot 1, sans doute pour le différencier du QuickShot 2 qui est sorti ensuite. Et la liste des ordinateurs s'est allongée, on voit que c'est rajouté le SVI 318 et SVI 328 Computers. Le QuickShot 1 est équipé de deux boutons Fire, un en haut du manche et un sur la base. Ces deux boutons ont le même effet. Voici le QuickShot 2. Le QuickShot 2 a une meilleure prise en main avec un bouton de style gâchette et un autre sur le dessus. Il a été édité en plusieurs versions, le 2+, avec un auto-fire, le 2+ turbo avec un socle côté rouge, etc. C'est un joystick qui est encore très répandu et facile à trouver. Notez ce qui est un peu la marque de fabrique des SVI. Ce sont les fameuses ventouses noires qui permettent une bonne stabilité du joystick et évitent ainsi de devoir le tenir avec l'autre main. Ainsi, la marque Spectra Video a édité plusieurs modèles de joystick dans les années 80 avec des prises DB9 à la norme Atari, mais aussi des joysticks pour PC et des cartes d'interface. Par exemple, voici le QuickShot 9. Ce joystick se présente sous la forme d'une demi-sphère sur laquelle on pose la main et de deux boutons d'action. Voici cette manette particulière. On retrouve bien sûr nos fameuses ventouses. Et la commande se fait en utilisant cette demi-sphère. On peut la pousser vers le haut, vers le bas, gauche et droite, en fait pour donner nos directions du joystick. Et on a deux boutons Fire inclus. Ici nous avons notre interrupteur pour l'auto-fire, et ici un interrupteur qui permet de dire si on veut l'utiliser en tant que droitier ou en tant que gaucher. Et maintenant, voyons voir le SVI 2000. Ce truc a fait rêver nombre de gamins à l'époque, c'est un bras robotique. Faisons le tour de cette boîte. Ici, on a quelques images qui nous indiquent les possibilités, les axes de rotation et la façon dont on les fait fonctionner. On peut les commander. Les différents axes sont décrits sur ce petit schéma. Voyons voir le dessus de la boîte. Ce côté reprend le schéma du robot et on voit des enfants en train de s'amuser avec ce bras robotique. Voyons la suite. Voilà, les instructions de montage, comment assembler certaines parties, et puis les possibilités de prise en fait d'accessoires sur le robot. On peut avoir une pince de saisie, on peut avoir un godet pour transporter des matériaux, ou encore une pince aimantée qui pourra manipuler des objets métalliques. Pour terminer, dernier côté, quelques publicités sur les différents
produit proposé par SVI à ce moment-là. On retrouve une extension pour le piloter à partir d'un ordinateur de type MSX, ici c'est un SVI. Les différentes gammes de joysticks, on voit le 1, le 2, le 9 et d'autres joysticks disponibles. Ici, un petit masque facial qui permet de transformer le son de sa voix. Et enfin, une antenne pour écouter le son à distance, tel un espion. Ce jouet s'inscrit parfaitement dans la lignée des jeux éducatifs tels que le Big Track de 1979. C'est beau, intéressant et éducatif. Ce bras robot est le truc que l'on veut posséder quand on est un gamin dans les années 80. Je suppose que comme moi vous êtes impatient de déballer cette machine, on va faire ça immédiatement. Donc on a le bras ici. Ici, je vois les pieds avec les fameuses ventouses. Et ici, les accessoires, c'est-à-dire les différents godets qu'on va pouvoir associer à la flèche du bras. Ici, j'ai les étiquettes qui sont à coller sur les joysticks, selon les différents axes, pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu. Et on va déballer. Voilà, tout est sorti du carton. Les pièces principales, le robot, bras robot qui est déjà monté. Les 4 pieds qu'on va devoir assembler aux 4 coins. Et là, les différents accessoires, le godet principal, la pince de préhension et la partie aimantée. On se retrouve après le montage. Eh bien, le voilà monté avec ses pieds avec des ventouses. Il était déjà stable comme ça, il était déjà bien lourd, mais avec les ventouses, là, c'est terminé, ça ne bouge plus. On va regarder un petit peu la connectique maintenant. Alors à l'arrière c'est très simple, joystick, on voit le logo ici dans le plastique, 1 et 2, avec nos 2 prises pour le piloter avec 2 joysticks. Pour la source d'énergie c'est très simple, ça se passe en dessous, c'est tout simplement un compartiment avec des piles. Voilà, on va y placer 4 grosses piles de 1,5 V. Et voilà, avec le poids des piles en plus dans le socle, là il est vraiment suffisamment lourd et très stable avec les ventouses. J'arrive pas à le décoller du bureau. Une petite remarque sur ce modèle, je pense qu'il est pratiquement neuf. Il n'a pas été beaucoup utilisé, j'ai aucune marque d'utilisation sur les plastiques. Mais quand je l'ai eu, il ne fonctionnait absolument pas. Et en fait, le manque de réaction était dû au fait que la graisse était figée sur tous les rouages et les moteurs étaient grippés également. Donc j'ai dû faire un démontage partiel pour accéder au rouage, enlever la graisse qui était séchée, regraisser correctement, et puis dégripper aussi les moteurs, et après tout est bien reparti. Hélas, pour faire cette action, j'ai dû un petit peu abîmer les autocollants qui cachaient les vis, comme par ici le haut du robot qui contient une vis. J'ai aussi décollé un peu cet autocollant-là. J'ai dû découper celui-ci pour ouvrir le bras ici. Voilà, donc, mais j'ai réussi quand même à préserver un maximum de son look d'origine. Alors je l'ai ici équipé de la pince de préhension. C'est le 5e axe. C'est pas un film. Ici on a le premier axe sur la base qui permet de faire une rotation de l'ensemble du bras. Le second axe est ici. Celui-ci va permettre de bouger l'ensemble d'avant en arrière. Le 3e axe est ici. Donc va permettre de bouger le bras principal et de lever ou descendre la flèche. Le 4e axe ici permet une rotation de la pince ou de l'objet qui est en bout de flèche. Et enfin, la 5e possibilité, ici, va permettre d'ouvrir ou de fermer, d'activer ou de désactiver l'accessoire qui est en bout de flèche. Ben, je vais brancher les joysticks et puis on va essayer tout ça. Bien voilà, c'est parti, on va faire quelques manipulations. Alors une première constatation, il est assez bruyant sur les différents moteurs.
et pas très rapide sur les axes des bras supérieurs. On va tester un petit peu l'agilité maintenant. Alors on va voir maintenant qu'on peut faire bouger deux axes en même temps. Par exemple, je vais faire tourner la pince et le bras robot en même temps. Je vais le faire monter ou descendre. Je vais le faire tourner par exemple. Voilà. Donc souvenez-vous de cette possibilité pour la suite de la vidéo. Il y a une petite lampe sur le bras supérieur qui s'allume lorsqu'on manipule la pince en rotation ou en ouverture-fermeture. Il y a une graduation sur le bras supérieur pour noter sa position, et même chose sur l'axe numéro 2 en bas du bras principal. Alors en conclusion sur ce SVI 2000, c'est un beau jouet plein de promesses, mais qui peut décevoir car il est bruyant, peu maniable et consomme des piles. L'intérêt va vite retomber, et il faudrait autre chose pour que ce jouet ait vraiment un aspect éducatif. C'est pourtant noté sur la boîte. Eh bien, on va voir si on peut aller plus loin. Souvenez-vous, sur la boîte, il y avait une image d'une interface qui permettait de piloter le bras robot à partir d'un ordinateur de type MSX. Pourquoi je ne ferais pas ça à partir de mon Commodore 64 ? J'ai réussi à me procurer une interface justement pour le Commodore 64 ou Commodore 128. On va étudier la composition de ce petit kit. Alors tout d'abord le matériel. Voilà, ça ressemble à une cartouche prévue pour le Commodore 64, mais elle se branche sur le port utilisateur. Et elle propose deux fiches DB9 que l'on va pouvoir brancher sur le bras robot. Ensuite, une petite notice, interface Commodore 6428, avec quelques exemples de programmes et l'époque qu'on peut faire pour piloter tout ça. Un logiciel qui vient sur disquette pour faire notre pilotage, logiciel en allemand. Et une feuille avec un exemple de programme et quelques indications. Alors voilà, c'est très intéressant. Mais tout d'abord, avant d'attaquer, on va voir un petit peu ce que c'est que le port utilisateur du Commodore. Le port utilisateur est de ce côté sur l'arrière du Commodore 64. C'est la carte mère que l'on voit et elle expose 12 contacts au-dessus et 12 contacts en dessous. Voici le brochage du port utilisateur. Les 12 contacts supérieurs proposent la masse, des voltages de 5 et 9 volts et différents contacts d'entrée et sortie. On peut brancher par exemple une interface RS232 sur ce port. Ce qui nous intéresse ici sont les 8 contacts PB0 à PB7. On peut lire ou écrire via la commande POC ou PIC et ainsi connaître le statut de ces contacts ou les modifier. On peut attribuer un sens à chaque contact, soit en entrée, soit en sortie. Tout d'abord, pour attribuer le sens de chaque broche, on utilise l'adresse mémoire 56579. Chaque bit de cet octet correspond à une broche. Dans l'exemple du tableau supérieur, je désire lire les informations qui viendraient d'un périphérique externe via les broches PB4 à PB7. Je dois mettre les bits correspondants à 0. Je souhaite envoyer de l'information au périphérique extérieur via les broches PB0 à PB3.
je dois mettre les bits correspondants à 1. Au final, je dois placer la valeur 15 à l'adresse 56579 par la commande POC. Une fois le sens d'utilisation des broches effectué, je vais pouvoir lire ou écrire sur les broches via les commandes PIC et POC à l'adresse 56577. Dans cet exemple, je souhaite activer les broches PB0 et PB2. Pour cela, il suffit de placer la valeur 5 à cette adresse. Si je récupère la valeur de cette adresse avec la commande PIC, je peux connaître les broches qui reçoivent un signal extérieur. Si je teste les bits 4 à 7, je constate que 6 et 7 sont actifs, ce qui veut dire qu'il y a un signal haut sur les broches correspondantes. Nous allons passer maintenant à l'interface du SVI. L'interface du SVI 2000 va travailler uniquement sur les niveaux de courant des broches PB0 à PB3. Ce sont sur ces broches que l'on va envoyer nos ordres de mouvement au bras du robot. On doit donc déclarer ces 4 broches en mode écriture. Le statut des autres broches est indifférent. On émet donc un POC 56579,15 pour activer les broches 0 à 3 en écriture, c'est-à-dire en sortie. Le tableau du bas montre les valeurs à poker à l'adresse mémoire 56577 pour faire bouger le bras du robot. En fait, on se rend compte que l'on a 11 possibilités de 0 à 10. Par exemple, pour ouvrir la pince, il faut écrire la valeur 5. Pour pivoter dans le sens horaire, c'est la valeur 2. C'est très simple. Mais c'est à nouveau une déception. Souvenez-vous des mouvements simultanés que je pouvais faire avec les joysticks. Ici, si je veux faire tourner dans le sens anti-horaire sur l'axe 1, valeur 0011, et ouvrir la pince, valeur 0100 de l'axe 5, si je combine ces valeurs en 0111, cela correspond à faire tourner l'axe 3 qui n'a rien à voir. Je trouve que cette interface aurait pu utiliser plus de contacts afin d'avoir plus de possibilités. Les 11 possibilités de 0 à 10 me semblent un choix trop réducteur. Voilà, tout est connecté, le bras est connecté sur la cartouche et même connecté sur le port utilisateur du Commodore 64. On va manipuler le bras avec la commande POC. Tout d'abord, on va annuler tous les mouvements avec la commande POC 577,10. Ensuite, j'indique que je souhaite écrire sur les broches. On va mettre 255 pour activer toutes les broches en mode écriture. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais manipuler le bras et faire quelques rotations. Alors, je vais reprendre cette ligne-là, 56, 5, 7, 7. On va faire un premier mouvement. Par exemple, sur l'axe 3, on va descendre le bras. Et dès que je veux que ça s'arrête, je vais remonter sur la commande qui arrête tous les mouvements. Voilà, axe 3 on a fait descendre. Et maintenant, avec la même commande, cette fois-ci avec un 0, je vais faire tourner l'axe 2 vers la hauteur. Voilà, et puis maintenant on va essayer une rotation sur l'axe 1, avec la même commande, valeur 2. Et bien voilà. Voyons le premier logiciel, celui qui était livré avec le SVI 2000, présent sur la disquette. Voilà, donc c'est notre logiciel qui était là sans allemand pour moi, je vais pas aller loin. Il se pilote avec la souris et le joystick dans le port 2. Voilà, donc regardez ça. Nous y voilà, donc on a un menu, je peux piloter une sorte de pointeur style souris avec le joystick ou avec une souris si j'en avais une, et j'ai différents boutons. Et ce sont des menus en fait qui me permettent d'activer, de charger des configurations ou d'enregistrer ou de sauvegarder des programmes. On a différents paramétrages qui sont possibles. Voilà. Ici disque, je peux même formater un disque. Nouvelle disquette, etc.
la configuration LED, différentes infos, et puis je pense que ça c'est pour quitter le logiciel. Voilà, premier logiciel, on va en parler après des fonctionnalités, on va voir le second logiciel. Donc on va charger ce second logiciel. Voilà, il est très simple, on peut charger un programme de commande pour le robot, le sauvegarder, le regarder, le jouer ou l'enregistrer en temps réel. Alors, par exemple, je vais charger un programme existant. Et on va le regarder. En fait, voilà, tous les programmes sont basés sur le même principe. On a un ordre de commande, on aura la commande envoyée au bras robot et la durée pendant laquelle il faut maintenir cette commande. C'est le seul moyen de piloter correctement le robot. Une commande, une durée, une commande, une durée, etc. C'est ce qui est bien stipulé sur cette page d'aide. On a toujours un premier nombre après un numéro de ligne, et ce premier nombre, c'est la commande du bras robot que l'on souhaite. Et enfin, on pourra ajouter une durée pour l'action. Donc à partir de ces logiciels tout simples, on va pouvoir enregistrer une série de commandes, dans quel ordre et pendant quelle durée l'exécuter, enregistrer ce petit programme d'instruction, le recharger et le rejouer à volonté pour que le bras robot effectue toujours la même séquence de mouvements. Mais ça ne pose des problèmes dont je vais vous parler tout de suite. Le SVI 2000 n'est en fait qu'un jouet. Il ne peut répondre à des demandes ne serait-ce qu'un peu plus avancées, sous peine de voir sa conception et son coût exploser. En effet, si on programme une série de mouvements, le bras robot va les exécuter. Si on relance la même série de mouvements, le bras va se retrouver on ne sait où et peut être forcé au bout de course de ses axes. Il n'y a pas de position de départ, position de référence. Entre chaque exécution d'une même série de mouvements, il faudrait le remettre dans sa position initiale de départ. De plus, le principe de commande de mouvement associé à une durée d'exécution n'est pas valable. Selon l'état des piles ou des efforts, le bras n'arrivera jamais à la même position. En robotique, le bras serait muni de capteurs de position et ce retour d'information permettrait de le piloter avec précision. Les instructions ne seraient plus le mouvement et la durée, mais seraient le mouvement, la vitesse et la position à atteindre, corrigés en rétroaction par les capteurs de position. Le SVI 2000 est un bel objet qui fait sensation. Mais après une période de découverte, il risque vite de prendre la poussière sur une étagère. Que peut-on imaginer au-delà de tout ça? Voyez cette photo. Vous y êtes? Avec cette interface, on pourrait imiter la présence de joystick sur une autre machine. C'est-à-dire que le Commodore 64 pourrait jouer lui-même à des jeux vidéo. On pourrait, sur un jeu non aléatoire ou avec des comportements reproductibles, faire la partie parfaite, programmer, améliorer ce programme de proche en proche et scorer un maximum. Je ne me vois pas le faire. L'interface envoie du 5 volts. Je préférerais que ce soit des contacts secs, afin de ne pas mélanger les sources d'énergie. Mais il y a une petite idée ici. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner à la chaîne, afin de ne pas rater les sujets à venir. Merci. Et à bientôt!